L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois notre invité de la rédaction. Il s'agit de Mohamed Sifaoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, politologue, écrivain et réalisateur. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre nouvel ouvrage publié aux éditions du Rocher, Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Vous le rappelez dans votre avant-propos de ce livre, vous êtes favorable à la création de 2 États aux frontières négociées en excluant de facto le Hamas de l'équation. Est-ce que c'est parce qu'il est aujourd'hui encore difficilement définissable que le Hamas est pour certains difficilement condamnable, Mohamed Sifaoui ? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord une certaine méconnaissance de la réalité de ce qu'est le Hamas. Il y a une méconnaissance de la réalité du conflit qui date désormais depuis près d'un siècle, puisqu'il a commencé avant même la création de l'État d'Israël. Il y a aussi une méconnaissance de la réalité, du contexte. Quand j'entends aujourd'hui des personnes parler d'une négociation avec le Hamas, je peux vous assurer que les bras m'en tombent parce que je ne vois pas comment pourrait-on sérieusement entamer des négociations avec le Hamas qui est une organisation terroriste. Donc vous avez une incohérence totale des États démocratiques, à commencer par les États-Unis ou encore des pays de l'Union européenne qui classent le Hamas parmi les organisations terroristes et qui en même temps vous disent c'est une organisation avec laquelle il faudrait éventuellement négocier une paix qui serait à la fois établie sérieusement et durable dans l'intérêt des deux parties. Ce qui est totalement faux, puisque aujourd'hui, d'abord, je tiens à le dire et très calmement, pour moi, ne pas aller jusqu'au bout des objectifs de guerre serait suicidaire de la part des Israéliens. Non pas parce que je serais un va-t-en-guerre, mais parce qu'il y a une réalité qui s'impose. Le Hamas ne veut pas autre chose que la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas ne veut pas autre chose que créer un État palestinien islamiste, c'est-à-dire une théocratie. Le Hamas ne veut pas autre chose que, en définitive, soumettre l'ensemble des Palestiniens à son diktat, sachant que tous les Palestiniens ne sont pas adhérents du Hamas, que tous les Palestiniens ne sont pas sympathisants du Hamas et qu'il y a même des Palestiniens qui luttent contre le Hamas. Et on sait d'ores et déjà quel sort leur sera réservé, puisque on sait, par exemple, à Gaza, pour ma part je l'appelle plus Gaza, c'est le Hamas, c'est le Hamastan, c'est-à-dire le pays du Hamas, que dans cette bande-là, d'abord toute contestation est punie souvent par la peine de mort, sinon par des emprisonnements et des tortures, et que par ailleurs le Hamas est une vision totalitaire de toute société. C'est une vision islamiste, comme nous le savons, issue des frères musulmans, mais issue d'une lecture la plus extrême des frères musulmans. Alors vous avez enquêté pour comprendre d'où vient cette organisation terroriste, par qui elle est alimentée et pourquoi, mais ce que vous dites aussi, c'est que le Hamas, vous le disiez à l'instant, se sert de la cause palestinienne pour exister, voire même pour se renforcer. Le Hamas, en vérité, a fait plus que ça. Le Hamas a totalement phagocyté ce qui est appelé communément la question palestinienne ou la cause palestinienne. En d'autres termes, depuis sa création, le Hamas, qui a refusé dès le départ d'intégrer l'OLP, a écarté de façon méthodique l'autorité palestinienne. Il l'a, je dirais, totalement fragilisé, à la fois en raison des propres déboires de cette autorité palestinienne, en raison d'un certain cynisme qui fut celui de plusieurs gouvernements israéliens, qui avaient tout intérêt à voir s'affaiblir le Fatah et l'autorité palestinienne. Mais tout ceci s'est fait au profit des islamistes. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, les Israéliens payent leurs propres erreurs. D'une part, les erreurs d'appréciation et des erreurs stratégiques qui ont été commises. Parmi les erreurs stratégiques, c'était de permettre justement à cette organisation terroriste de contrôler tout un territoire de 365 km², en l'occurrence cette fameuse bande de Gaza, et par conséquent prendre le risque de voir à ses frontières sud naître à la fois une organisation devenue une milice, devenue une bande mafieuse qui s'est transformée finalement depuis maintenant 3-4 ans en un véritable proxy du régime iranien, des mollahs iraniens. Donc il y a c'est pour ça que je vous le disais, et pour moi, il y a une impossibilité de considérer le Hamas comme un acteur sérieux, et il faut, à mon sens, le considérer uniquement comme un acteur extrêmement dangereux et toxique qu'il faut absolument, je dirais, détruire sur le plan
à la fois militaire et politique, même si, à juste titre, beaucoup nous disent que le Hamas est aussi une idéologie. Et c'est vrai que c'est une idéologie. L'idéologie ne sera pas vaincue parce qu'il faudra déployer des années et des années d'une contre-narration et d'une politique contraire à ce que font les islamistes, mais il s'agira de les réduire afin qu'ils ne soient plus représentants d'une menace stratégique pour les Israéliens. Est-ce que, comme beaucoup le disent, Israël a laissé prospérer le Hamas? C'est pour ça aujourd'hui qu'on en est là, ou pas, selon vous? Oui, bien sûr. Non, mais les Israéliens ont fait les mêmes erreurs que tous les pays occidentaux. Nous sommes dans les années 80 et durant les années 80, il y a encore la guerre froide. Les mouvements nationalistes type OLP sont liés au bloc de l'Est le plus souvent. Et par conséquent, l'idée qui a été celle de tous les Occidentaux, à commencer par les Américains en Afghanistan, rappelons-nous, mais aussi par la France, par la Grande-Bretagne et enfin par Israël, c'était de laisser monter ou s'émanciper un certain nombre de groupes islamistes, pensant ainsi affaiblir la mouvance nationaliste. Et évidemment, cette vision courte, me semble-t-il, s'est très vite révélée comme une erreur stratégique, parce qu'on a vu que dès la chute du mur de Berlin, dès la dislocation de l'Union soviétique, l'émergence de la menace islamiste au niveau mondial, partout, au début des années 90, l'islamisme n'a eu de cesse de faire parler de lui, jusqu'à atteindre une apogée, à la fois au début des années 2000. Là aussi, rappelons-nous les fameux attentats du 11 septembre, mais en Israël, le début de la seconde intifada et son lot d'actions terroristes, d'actions kamikazes, etc. Donc, évidemment que les Israéliens ont fait cette erreur, ils n'ont pas été les seuls. Le problème, je dirais, ce n'est pas tant d'avoir fait cette erreur, c'est de poursuivre dans l'erreur. Et depuis les années 80, ils se sont entêtés à considérer que l'alpha et l'oméga de la menace, ce n'était rien d'autre que Yasser Arafat, et ce jusqu'à sa mort. Ils n'ont jamais véritablement voulu d'une certaine façon mettre à jour leur logiciel et leur réflexion, et par conséquent par la suite avec le désengagement unilatéral et non négocié de la bande de Gaza qui a été décidé par Ariel Sharon, il y a eu un véritable tapis rouge d'une certaine façon, alors probablement inconsciemment, qui a été déroulé face au Hamas. Je ne pense pas que les Israéliens étaient totalement naïfs. Je pense que le fait de laisser une certaine toxicité s'exprimer aux frontières sud et ainsi une menace planer sur la société israélienne, cela pouvait justifier un certain nombre de politiques, je dirais, sécuritaires et un certain discours qui a permis à certains leaders politiques, je pense notamment à Benjamin Netanyahou, d'être élus et réélus sur la thématique sécuritaire uniquement, sans proposer véritablement d'autres projets sur les plans économiques, sociaux, etc. Et nous connaissons aujourd'hui les difficultés que connaissent les Israéliens et la société israélienne sur plusieurs niveaux. C'est tout ça parce que pendant plusieurs années, la seule question qui était au centre des débats politiques, c'était la question sécuritaire. Sauf que la question sécuritaire, quand vous laissez le Qatar alimenter financièrement une organisation terroriste, quand vous ne pouvez pas ignorer que, je parle des Israéliens, ils ne pouvaient pas ignorer que cet argent allait servir entre autres à construire des tunnels et non pas à la reconstruction en surface uniquement, qu'un certain nombre d'armements entraient par justement ce fameux corridor Philadelphie, qu'une relation assez particulière était en train d'être mise en place avec l'Iran, que le Hamas avait réussi à développer sa propre industrie militaire, dont des drones et des missiles. Donc si vous voulez, tout ça, le fait de laisser aller, de laisser pourrir une situation, a créé les conditions aussi de la réalisation de 7 octobre. Il faut aussi, je pense, une fois que la guerre sera terminée, que les Israéliens fassent un peu leur réintrospection et comprennent quelles sont leurs erreurs, justement pour qu'ils ne les rééditent pas, parce qu'aujourd'hui, au moins, si ça devait servir à quelque chose, que ce drame du 7 octobre serve enfin à prendre la décision définitive que plus jamais on ne manipule les mouvements islamistes et terroristes et plus jamais on les laisse, je dirais, prospérer à ses frontières. Ça, c'est une question, me semble-t-il, qui est fondamentale. Justement, vous avez un éclairage intéressant concernant la matrice idéologique du Hamas. Vous dites qu'elle est issue des frères musulmans. C'est important aussi de rappeler d'où vient ce mouvement terroriste.
Oui, les frères musulmans, si vous voulez, c'est une organisation, alors tout le monde le dit, le répète, mais moi j'ai voulu encore aller plus loin, parce que les frères musulmans de Gaza sont différents des frères musulmans de Cisjordanie. J'ai voulu recontextualiser, parce que les frères musulmans, ce qui les caractérise, c'est un peu le caméléon, c'est-à-dire que c'est une organisation qui peut être présente dans différents lieux, sous différentes manières et sous différentes allures. Les frères musulmans en France ne sont pas comme les frères musulmans en Égypte, qui ne sont pas comme les frères musulmans en Jordanie, qui eux-mêmes ne sont pas comme les frères musulmans à Gaza, etc. Et donc, les frères musulmans de Gaza, qui sont très impactés qui ont été dès le départ très impactés par la politique intérieure égyptienne, par tous les remous et les conflits qui ont eu lieu entre les frères musulmans et le pouvoir égyptien, se sont construits dans la conflictualité. Et se sont construits dans une logique, je dirais, djihadiste très très tôt. Dès les années 60. Et j'ai voulu recontextualiser tout ça, c'est-à-dire le rôle joué par, évidemment, le cheikh Ahmed Yassine, le théoricien et le fondateur principal de l'organisation, et ensuite expliquer que cette organisation a été créée en 3 étapes. D'abord, une création idéologique avec un maillage territorial extrêmement important, réalisé grâce à un soutien social apporté aux populations, surtout les plus démunies, donc surtout dans les camps de réfugiés de Gaza, à Jabalia, à Moukhaïm Chat, le camp de la plage où a grandi justement le cheikh Yassine lui-même, etc. À Rafah aussi, qui est devenu plus tard l'un des fiefs, le principal fief du djihad islamique, par ailleurs, qui est aussi une autre branche, je dirais, du djihadisme gazaoui et aussi inspiré par les théories des frères musulmans. Donc, tous ces frères, les frères musulmans ont joué un rôle, mais après, si vous voulez, l'idéologie des frères musulmans à Gaza s'est autonomisée et a créé son propre écosystème. Et à partir de cette première, je dirais, construction idéologique, il y a une deuxième construction politique, celle-là, à partir de la naissance du Hamas en 1987, où le Hamas est devenu véritablement un acteur politique majeur de la vie, je dirais, de la vie palestinienne et de la rue palestinienne. Et par la suite, le renforcement incessant de sa branche militaire, les brigades Al-Qassam, qui a commencé avec quelques cellules terroristes à la fin des années 80, quelques opérations éclairs, quelques opérations sporadiques ici et là, mais depuis, c'est une organisation qui n'a eu de cesse de développer, de sophistiquer ses actions. Naturellement, les années 2000 et le lot d'attentats suicides, d'attentats à la bombe, de voitures piégées, etc. Et comme je vous le disais, à partir de 2005, véritablement, les brigades Al-Qassam sont passées à un stade supérieur, ont sophistiqué véritablement leur mode opératoire, se sont transformés en véritables milices, voire en groupes paramilitaires, avec évidemment des roquettes, des drones, et ensuite, dernière étape, ils ont commencé à développer leur propre industrie militaire. Ils ont fait venir un islamiste tunisien qui s'appelle Mohamed Zouari, qui était venu de Damas, qui a passé quelque temps à Gaza, et qui a réussi à leur faire développer avec d'autres ingénieurs palestiniens des drones qu'ils ont fait appeler Zouari, puisque ce fameux Zouari a été liquidé par visiblement un commando du Mossad en Tunisie, à Sfax très précisément. Et donc, si vous voulez, à partir de là, ils n'ont eu de cesse de devenir non pas une simple organisation terroriste, mais un petit émirat, un proto-État capable de déployer de vraies offensives militaires. Et on l'a vu déjà avant le 7 octobre, en 2014. On l'a vu y compris dans les premières confrontations lors de Port-Bursi en 2009. Mais depuis, année après l'autre, en tout cas tous les observateurs ont remarqué que le Hamas développer considérablement sa force de frappe, jusqu'à arriver à cette opération terrible du 7 octobre qui a provoqué ce que nous savons, tous ces pogroms et ces massacres, mais qui a été monté de manière, je dirais, ingénieuse, diabolique, capable de se déployer sur les airs, en mer, sous terre, sur terre, et évidemment de tuer plus de 1200 personnes, de prendre plus de 250 otages, etc. Et c'est ce qui était recherché, c'est provoquer un état de sidération, un choc, un traumatisme profond et durable dans la société israélienne pour la diviser. Parce que justement, le principal initiateur de ces attentats, Yahya Sinwar en l'occurrence, connaît et a étudié parfaitement la société israélienne, ses forces et ses faiblesses, et il savait pertinemment qu'en commettant
ce type d'acte en prenant autant d'otages, en instrumentalisant l'effet psychologique des Israéliens. Il allait appuyer sur ce qui pouvait faire mal et diviser encore davantage, parce qu'il voyait que la société israélienne était divisée sur plusieurs sujets, la question du service militaire, la question du statut des religieux dans la société, etc. Et tout ceci, est en train, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, me semble-t-il, est très délicat, et c'est la raison pour laquelle il faut mettre un peu de raison là-dedans et arriver à rationaliser, à comprendre à la fois les enjeux et ce qui est en train de se passer et ce qui est recherché par une organisation comme le Hamas. C'est la raison pour laquelle je trouve parfois certaines déclarations des alliés, des vrais alliés ou des faux alliés d'Israël quelque peu je dirais, irresponsable, parce que c'est un sujet qui est très grave, c'est une situation qui est très grave, ce n'est pas une situation simple, d'abord pour les Israéliens, mais pour toute la région, et il faut la prendre avec le sérieux que cette situation mérite. Alors vous concluez votre livre en citant l'ancien ministre de l'Intérieur du Hamas qui dit « Aux 7 millions de Palestiniens vivant à l'étranger, arrêtez de vous préparer, il faut passer à l'acte désormais. Il y a des Juifs partout et il faut que nous attaquions chaque Juif à travers le monde en l'égorgeant et en le tuant par la volonté de Dieu. » Et vous finissez en disant « Faut-il en dire davantage après cela ?» Faut-il en dire davantage, Mohamed Sifawi ? Non, je pense que cette phrase dit tout, mais cette phrase qui a été dite avant le 7 octobre a été complétée par le discours qu'a fait Mohamed Daïf, le chef des brigades de Qassam, le jour même du 7 octobre, qui a été rendu public, ce qui est passé totalement inaperçu. En fait, il avait appelé déjà à la fois les Palestiniens et les musulmans, ils avaient lancé cet appel à tuer des Juifs partout. Donc, et ceux qui disent que le Hamas est une gentille petite organisation de résistance qui n'agit que localement, pourraient se rendre compte avec le temps, peut-être, j'espère que non, évidemment, mais que cette organisation est bien plus que cela, qu'elle s'inscrit dans une démarche beaucoup plus vaste que pour l'islamisme d'Israël, mais quel chapitre dans la stratégie islamiste globale de provoquer à la fois le chaos, d'essayer de travestir les sociétés, de les bouleverser, de les déstabiliser, et par conséquent, c'est la raison pour laquelle, pour ma part en tout cas, j'ai toujours lu et suivi attentivement ce que peuvent nous dire les islamistes, parce qu'en vérité, ils nous préviennent. Ils nous préviennent de tout. Ils veulent faire. Nous sommes 3 semaines avant le triste anniversaire du 7 octobre. Quel avenir pour la région, Mohamed Sifawi ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Est-ce que vous vous attendez potentiellement à quelque chose d'important, d'envergure, de la part peut-être de l'armée israélienne autour du 7 octobre et de cet anniversaire terrible ? Franchement, au-delà des questions, je dirais, entre guillemets, un peu spectaculaires, moi, ce que je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention, c'est, pour moi, la question cruciale, est-ce que la pression va finir par faire céder Benjamin Netanyahou et son gouvernement, ce qui serait catastrophique, et je peux vous assurer que pendant des années, j'ai critiqué Benjamin Netanyahou et ses décisions et sa politique, mais aujourd'hui, je trouve véritablement qu'il a raison de dire comme objectif de guerre la destruction du Hamas. Je ne rentre pas dans les considérations politiciennes, est-ce qu'il a envie de sauver sa carrière ou pas, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a une démocratie, Israël, qui est imparfaite, qu'on a le droit de critiquer, que je critique. Enfin, je critique ces gouvernements quand il faut les critiquer, qui est cette démocratie est en danger. Or, à travers elle, les mouvances islamistes, et à commencer par l'Iran, il veut envoyer un message clair à toutes les démocraties. C'est qu'ils veulent, évidemment, à travers ce rapport de force, à travers cette guerre, montrer qu'ils peuvent faire céder les démocraties. Et là, il ne faut surtout pas céder. Alors, la question des otages, évidemment, je la traite avec précaution parce que je comprends évidemment le désarroi des familles, je comprends la tristesse et l'inquiétude des Israéliens, mais là, il est question de sauver à la fois et les otages et l'État d'Israël. Et il ne faudrait surtout pas, me semble-t-il, commettre l'erreur de penser ou alors de tomber dans le piège qui est tendu par Yahya Sinwar, c'est de se focaliser uniquement sur les otages, et je fais partie de ceux qui les soutiennent depuis le début. Chaque semaine, je me rends personnellement aux rassemblements qui sont organisés à Paris pour soutenir les otages. Ils ne sont pas très nombreux, mais la question aujourd'hui doit dépasser le cadre émotionnel, c'est-à-dire arriver à mobiliser nos énergies et notre réflexion pour dire il ne faut surtout pas tomber dans le piège dans lequel
et c'est un message que je lance surtout aux Israéliens et aux amis de cet État d'Israël, de ne pas tomber dans le piège de l'émotion et de ne pas tomber dans le piège des divisions dans lesquelles veulent entraîner la population israélienne ces terroristes, et notamment Yahya Sinwar. Donc par conséquent, ce que j'attends, c'est de voir est-ce que le gouvernement israélien va tenir et va aller jusqu'au bout de ses objectifs de guerre, c'est-à-dire une situation, cela voudrait dire qu'une situation sur le terrain ne serait pas stabilisée avant 2026, à mon avis, ou alors, deuxième cas de figure, qui serait véritablement, alors peut-être qui permettrait de récupérer 10, 20 ou 30 otages, ou peut-être tous, j'en sais rien, en tout cas j'espère la plupart, mais qui permettrait aussi de sauver le Hamas. Et de sauver le Hamas, ça veut dire permettre au Hamas, c'est ce que veut le Hamas aujourd'hui, de revenir à une situation qui serait similaire à celle qui prévalait avant le 7 octobre. Et qui lui permettrait de prospérer. De prospérer et de représenter à nouveau une menace, c'est-à-dire de se redéployer, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, sous une forme ou sous une autre. En tout cas, il faut être sûr d'une chose, c'est que le Hamas ne renoncera jamais à son projet destructeur. Jamais. C'est une organisation antisémite qui veut véritablement détruire l'État d'Israël et tuer le plus de juifs possible. Merci beaucoup Mohamed Sifaoui d'avoir été avec nous ce matin, auteur du livre Hamas plongé au cœur du groupe terroriste aux éditions du Rocher. Merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.